Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Aujourd'hui, ouvrez grand les oreilles puisque on va papoter, vous et moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça, face cam, chit-chat. On se prépare ensemble, on teste des produits. Je vous raconte ma live, je réponds à vos questions. Bref, vous avez compris un peu le thème. Comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Donc si vous me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas pour pouvoir participer à mes vidéos. Je vous avoue que j'ai absolument pas regardé les questions. Donc ça va être un petit peu du freestyle. Je sais pas du tout ce que vous m'avez demandé, sachant que je vous ai dit, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, les plus croustilles aux plus basiques, peu importe, je répondrai à tout. Du coup, c'est quoi mon salaire? Je vais commencer par la première question que je trouve intéressante, c'est comment tu t'es lancée en tant qu'influenceuse? Je sais pas si vous me suivez depuis vraiment très longtemps, mais avant d'être sur YouTube et les réseaux sociaux, etc., j'étais sur Facebook quand j'avais 12 ans, voire même peut-être un peu moins, si je vous dis pas de bêtises, et j'ai commencé l'influence en écrivant des textes sur ma page Facebook. Vraiment, c'est un enfer. Si jamais vous voulez rigoler, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais faites il y a longtemps à ce sujet, où genre je relis mes textes et tout, c'est une catastrophe. Je vous préviens d'avance, vraiment j'ai honte. Mais en même temps c'est drôle et vas-y, j'avais 12 ans donc je peux pas trop en vouloir à cette version là de moi. Mais en fait c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Alors par contre, à quel moment j'ai commencé à poster sur Facebook et tout ça, je m'en souviens plus, mais du coup j'ai créé une petite communauté, je crois qu'on était 2000 ou 3000 sur ma page Facebook de texte, ce qui était énorme pour l'époque. Et au fur et à mesure j'ai commencé à poster des petites vidéos genre de remerciements et tout sur cette page Facebook en face cam et tout, et au fur et à mesure je sais pas, j'ai switch sur YouTube en postant des vidéos. Je faisais mais tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que je faisais des get ready with me, je montrais mes vernis à ongles, des tutos make-up, enfin y a rien calé. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Juste en fait, j'ai eu la chance de commencer quand l'influence c'était pas encore un métier, c'était très niche, très critiqué aussi, c'est-à-dire que je m'en prenais plein la gueule au collège, mais du coup c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir une petite place au début, et donc du coup ce qui fait que ça fait vraiment très longtemps en vrai que je fais de l'influence. On dirait peut-être pas comme ça, mais vraiment je fais partie des murs, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, Enjoy Phoenix, je crois qu'elle avait sa chaîne depuis peut-être 2-3 ans, pour vous dire à quel point. Donc voilà pour cette première question, je sais pas si ça vous a aidé. Est-ce que parfois tu regrettes ton blond? Alors c'est une question piège, parce que là bon je viens de les faire, donc évidemment jamais je vais vous dire que je regrette, parce que je trouve que en toute modestie ça me va plutôt bien. Si je dois être honnête quand même avec moi-même, en vrai ça me saoule un peu de devoir les entretenir. En fait de base je suis passée au plus foncé comme ça parce que justement je voulais être tranquille. Sauf qu'en fait ça se passe pas comme ça quand tu passes d'un blond à un brun. Alors je dis brun, mais pour les coiffeurs ça aussi c'est du blond, j'ai jamais compris d'ailleurs. Forcément ça dégorge pendant un petit temps, et du coup je vous avoue que ça me saoule. En fait j'aime bien genre les 2 premiers shampoings, et au bout du 3e, 4e où ça commence à devenir un peu roux et tout, j'aime pas. Et là je regrette mon blond. Mais sinon à part ça, franchement je suis trop contente d'avoir sauté le pas. Ça faisait un moment que j'hésitais et tout, parce que c'est quand même un gros changement. C'est vrai que parfois ça peut vite faire casque, durcir les traits et tout, et pour moi en vrai je trouve que c'est pas trop le cas, je suis contente. Donc voilà, après je prévois quand même un de ces 4 de retourner à ma couleur naturelle, c'est-à-dire de vraiment ne plus rien mettre sur mes cheveux, de récupérer vraiment la couleur de base de mes cheveux. Mais pour ça en fait il faudrait vraiment que je les laisse pousser, que j'arrête de faire les colos, que je les coupe au fur et à mesure, et je suis pas encore prête à cette période là de ma vie. Je pense que je vais profiter des cheveux vraiment un peu plus foncés comme ça un petit temps, peut-être 1 an, 2 ans, mais en tout cas j'ai quand même pour projet de retrouver ma couleur naturelle et de ne plus toucher à mes cheveux, et vraiment d'avoir un projet cheveux longs, des beaux cheveux brillants et soyeux quoi. D'ailleurs pour ça, très belle transition pour le partenaire de cette vidéo qui est Maolash. Je vous parle H24 de ces produits, que ce soit pour la pousse de cheveux, la fortification, la brillance. Vraiment, si vous avez une gamme à tester, si vous voulez votre projet cheveux longs pour cet été, c'est les produits Maolash. Surtout ces 2-là, je vous les montre très souvent parce que c'est vraiment mes préférés. Déjà ce masque dont je vous ai beaucoup parlé, là j'attends ma 2e commande parce que je l'ai terminé depuis un petit moment et il me manque terriblement. À base de romarin bio du coup, qui va venir en fait stimuler le cuir chevelu pour activer la pousse. Vous avez aussi ce produit là que j'aime énormément, puisqu'en fait c'est une huile qui est pas grasse, et surtout c'est un petit spray. Et du coup en fait ce qui fait que vous en mettez pile la bonne quantité, c'est-à-dire que là vous voyez j'ai pas du tout les cheveux gras. Ça fait peut-être 2 jours que j'ai lavé mes cheveux. Même si je mets cette huile là, hop, sur les racines, on masse un petit peu pour faire pénétrer. Ça sent tellement bon. Faut aimer le romarin, mais j'adore. Je trouve que ça sent le frais, ça sent l'été, ça sent le sud en fait. Une fois que j'ai massé, je viens juste un petit peu brosser, faire redescendre le produit. Vous voyez, j'ai absolument pas les cheveux gras. J'aime tellement cette huile. Vous pouvez la mettre vraiment tous les soirs, et pareil comme le masque, du coup ça stimule la croissance des cheveux, fortifie les racines, équilibre le cuir chevelu et nourrit en profondeur grâce à sa formule légère et non grasse, enrichie en actifs naturels. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favorite, je la porte absolument tout le temps, et vous voyez pourtant, j'ai beau l'appliquer pratiquement tous les jours, c'est increvable, c'est une dinguerie. Si jamais vous êtes intrigué du coup par cette marque, que vous voulez tester ou juste refaire votre stock de produits, vous avez aussi un code promo, c'est Summer15, qui vous donne du coup moins 15% sur absolument tout le site, tous les produits, peu importe. Merci beaucoup Maolash de m'accompagner dans mon projet cheveux longs et de sponsoriser cette vidéo, et on peut passer à la suite. Prochaine question, quelle est la chose qui t'énerve le plus dans l'influence? Je vais parler en tant que consommatrice d'influenceurs et influenceuse du coup. Je pense que ce qui m'énerve entre guillemets le plus en tant qu'influenceuse, c'est les questions à ce sujet. Genre par exemple quand
je rencontre quelqu'un et qu'il me demande ce que je fais comme taf et que je dois expliquer que je suis créatrice de contenu sans recevoir après 40 questions sur mais du coup tu gagnes combien? Tu te fais payer combien un partenariat? Mais du coup ça marche comment les collabs? En vrai c'est pas que ça m'énerve mais c'est que ça me met terriblement mal à l'aise. C'est surtout ça parce qu'il y a rien que je déteste plus qu'être entre guillemets au centre des conversations. C'est très bizarre et un peu paradoxal ce que je dis étant donné que je suis littéralement sur les réseaux, mais dans le sens où par exemple si je sais pas, je suis avec un groupe de personnes et je connais peut-être une ou deux personnes et les autres personnes je les connais pas et que on vient à se présenter, qu'on vient me demander ce que je fais et que du coup je dis que je suis influenceuse, très souvent les réactions c'est des gens qui sont tout d'un coup hyper intéressés et qui te posent 40 questions. En fait je comprends grave que du coup ce soit hyper intriguant, enfin moi aussi j'ai envie de savoir combien il gagne Squeezie, vous voyez ce que je veux dire, mais ça me met juste hyper mal à l'aise quand c'est dans des situations où genre on est en soirée et que je connais pas les gens et que je dois répondre à plein de questions à ce sujet là, vous voyez ce que je veux dire. Même si j'ai aucun tabou avec l'argent, avec l'influence, avec tout ça, c'est juste que j'aime pas être le centre de l'attention de ces moments là. Et très souvent étant donné que tu fais un métier un peu original entre guillemets et pas commun et surtout forcément très médiatisé, forcément ça fait poser des questions et ça intrigue en fait autour de toi. Après si je dois dire aussi un autre truc entre guillemets très relou avec l'influence, c'est que t'as jamais vraiment de vacances. C'est comme quelqu'un qui monte sa société, il va toujours travailler un petit peu pour sa société tous les jours si il est le seul patron, du coup s'il a personne d'autre avec lui, parce que il y a que lui pour faire vivre cette société. Et en fait en tant qu'influenceur c'est un peu pareil, c'est-à-dire que étant donné que littéralement toute ta vie c'est ton taf, on s'expose, on crée du contenu autour, enfin en tout cas pour moi du lifestyle etc, donc forcément la création de contenu fait partie intégrante de ma vie, vous voyez littéralement. Du coup il y a jamais vraiment un moment où tu poses ton téléphone ou genre tu fais jamais un 8h 18h, ça n'existe pas. Ou alors vraiment ceux qui font ça dans l'influence ils sont très forts ou alors très accompagnés aussi, ils peuvent se permettre du coup de faire des horaires un peu de bureau étant donné qu'il y a d'autres personnes après qui prennent le relais quand eux ne taffent plus en fait. Après prenez pas ça pour une plainte, au contraire. Mais voilà, je réponds à la question et du coup en tant que consommatrice, je pense que c'est un peu hypocrite de ma part parce que je pense que je dois totalement faire partie du lot, mais c'est de voir tous les influenceurs que je suis faire exactement la même collab au même moment. En fait, c'est frustrant parce que je sais que les marques ont des campagnes, ils ont des dates précises, par exemple de telle date du 4 au 12 juin, j'en sais rien. Rare Beauty va faire une campagne pour mettre en avant ce produit-là. Et du coup en fait ils vont contacter un lot d'influenceurs pour le mettre en avant et du coup tous les influenceurs doivent poster entre le 4 et le 12 juin. Ce qui fait qu'en fait, toi en tant que consommateur, tu te retrouves avec des fois 10 créateurs que tu suis parce que c'est un peu dans la même niche, la même branche et tout, où en fait ils parlent exactement de la même chose, exactement du même contenu, exactement de la même offre. Et en fait c'est trop chiant. Et je crois que j'ai développé un 6ème sens les gars pour flairer la collab. Genre les tournures de phrases, je les flaire à 10 000. Je sais exactement à quel moment maintenant il va y avoir une collab dans la vidéo. Mais voilà, c'est un peu le truc contraignant, mais d'un côté c'est pas du tout de la faute des influenceurs là. Pour le coup c'est vraiment les marques et je peux pas non plus en vouloir aux marques parce que encore une fois elles ont des deadlines etc à respecter. Il y a une équipe qui travaille derrière la campagne, il y a du budget autour de lancement de produits et tout ça, donc c'est un peu de la faute de personne, mais du coup c'est vrai que c'est un peu frustrant et je pense que ce qui serait bien, mais peut-être dans un monde utopique, ce serait que je sais pas, une marque quand elle te contacte, elle te dise ok tu veux mettre en avant quel produit. Mon rêve ultime de bosser avec ce genre de marque, c'est un peu ce qui se passe par exemple quand je travaille avec Hugo Roman. Il m'envoie en gros tous les trimestres les livres qui vont sortir, ils me disent ok quel livre te fait envie, on te les envoie et soit tu les lis pendant la collab, soit tu les lis en amont, si t'aimes bien t'en parles. Et ça j'adore parce que du coup je peux vraiment choisir moi les produits qui me font envie ou alors que j'ai envie de présenter et c'est juste un bonheur. Mais évidemment ça peut pas être le cas dans toutes les branches, genre par exemple une sortie produit make-up, forcément la marque va plus mettre en avant ce produit là que un produit qui existe depuis 10 ans quoi. C'est vrai que pour le coup pour mes collabs j'essaye au maximum dans mes vidéos de les inclure de façon naturelle, genre de pas préenregistrer par exemple une intégration pour l'intégrer dans une vidéo qui n'a rien à voir. J'essaye au maximum de vous l'intégrer pour que vous ce soit le moins relou possible, que vous puissiez aussi y trouver un maximum votre compte par rapport au sujet de la vidéo, que ça puisse vous intéresser. Et c'est vrai que parfois c'est pas forcément hyper évident de trouver en fait comment amener la chose de façon la plus naturelle et cool pour vous, sachant que ça reste de la pub en fait au final. Est-ce que tu vas reprendre ton travail chez Sephora? C'est vrai qu'on m'a posé quand même beaucoup de questions par rapport à Sephora, à mon job, du coup mon CDI d'avant. En même temps du coup je vais utiliser le blush Wonderskin que j'ai reçu dans un de mes derniers vlogs. Alors je l'ai déjà testé entre temps, il est excellent par contre, vraiment n'en mettez pas plus parce que c'est hyper pigmenté, genre c'est une dinguerie. Là j'ai la teinte Berly, ça porte pas très bien son nom parce que pour le coup c'est très vibrant, mais c'est sublime. Je sais pas si je vous en ai parlé sur YouTube, mais du coup depuis le 26 avril 2026 très exactement, je ne suis plus salariée chez Sephora. C'est-à-dire que mon année sabbatique s'est terminée le 26 avril 2026 et j'ai demandé à ne pas revenir, enfin à démissionner en fait tout simplement. Cette année sabbatique m'a énormément apporté et m'a permis en fait de vivre à 100% des réseaux et j'en suis hyper reconnaissante et
et consciente que c'est un big privilège de pouvoir quitter un CDI comme ça, un peu du jour au lendemain. Même si j'ai mis 1 an de réflexion dans mon année sabbatique quand même, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, je ne compte pas revenir pour l'instant chez Sephora. Je vous avoue que des fois, ça me manque un petit peu, alors pas le CDI, ça on va pas se mentir. Enfin, l'avantage du CDI, en fait, c'est d'avoir un salaire fixe. Dans l'influence, c'est hyper stressant, surtout quand t'es suivi par personne, je vous l'ai déjà dit. Donc, je dirais que le point positif du CDI, c'est ça, c'est d'avoir un salaire fixe tous les mois, de savoir exactement à peu près combien tu vas être payé tous les mois. Là où l'influence, un mois, tu peux faire 1000 euros, le mois d'après 8000, le mois encore d'après 15 000 et le mois d'après rien. C'est très aléatoire. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais par contre, tous les avantages que ça me donne derrière, pouvoir travailler de chez moi, mais vraiment faire mon emploi du temps absolument comme je le souhaite. C'est-à-dire que, je sais pas, une copine, elle est dispo tel jour, telle heure, en fait, je peux m'arranger moi pour ne pas avoir à bosser pour la voir. Je peux faire absolument tout ce que je veux à n'importe quel moment. Alors, évidemment, j'ai des responsabilités dans le sens où, par exemple, j'ai une collab à faire, ben je sais que il faut que j'envoie la preview à telle date, donc il faut que je m'organise avant et tout. Mais j'avoue que c'est un vrai bonheur en fait de pouvoir s'organiser soi-même. Alors c'est du stress au début parce que du coup il faut apprendre à le faire. Moi je vous avoue que j'ai galéré les premiers mois de mon année sabbatique à bien m'organiser et tout, et même encore aujourd'hui c'est pas parfait parce que t'apprends pas forcément à être ton propre patron, vous voyez, t'apprends vraiment sur le tas. Et il y en a qui sont pas forcément faits pour ça. En fait j'ai appris à l'être, mais ça m'a pris vraiment énormément de temps en fait, à réussir à m'organiser, ne pas me sentir débordée, garder la tête froide, rester concentrée quand je suis dans le rush absolu et que j'ai 40 000 trucs à faire, réussir à toujours m'en sortir et tout. Franchement, ça s'apprend les gars. Être son propre patron, je pense que tout le monde ne peut pas forcément l'être. Si par exemple vous êtes anxieux ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut vite être un cauchemar parce que ben tu dois littéralement tout gérer toute seule. T'as personne en fait au-dessus de toi pour te dire quoi faire. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans un cul-de-sac, une impasse, tu sais pas comment gérer la situation, il y a que toi pour te sortir de là. C'est-à-dire qu'il y a personne en haut qui va prendre les rênes, qui va dire bon ok, rentre chez toi, c'est bon, t'as fini ta journée, je reprends le truc. Non, c'est toi et toi seul. Quand t'es indépendant, évidemment, quand t'es en agence, c'est un petit peu plus facile entre guillemets parce que du coup il y a d'autres personnes vers qui tu peux te diriger, à qui tu peux demander conseil, etc. Donc c'est quand même plus agréable, mais c'est vrai que c'est hyper stressant quand même. Tout ça pour dire que du coup je suis très contente de cette décision. J'ai pas prévu de retourner en CDI, en tout cas pour l'instant. Je me sens vraiment très bien comme ça. Moi qui suis de base casanière, vraiment c'est mon métier de rêve littéralement parce que ben je travaille depuis chez moi. J'ai besoin d'aller nulle part pour pouvoir bosser. Si je veux travailler en vacances, je peux. Enfin vraiment c'est un pur bonheur. Mais ça a quand même un peu ses désavantages, mais justement les avantages qu'il y a derrière contrebalancent complètement quoi. En parlant de ça, on va parler de la question qui est dans toutes les bouches à chaque fois qu'on parle d'influence. Quel est ton salaire moyen mensuel? Je sais pas pourquoi ça intrigue autant les gens, enfin même moi, hein, dans les gens je m'inclus moi, de savoir combien les autres y touchent, mais je vous jure c'est tellement une question taboue au possible, mais que j'adore me poser pour les autres, donc je comprends qu'on puisse me la poser. Si vous avez suivi un petit peu mes derniers vlogs, vous savez que du coup je suis passée en société depuis le mois de mars, parce que avant du coup j'étais en micro, donc c'est à dire que tout ce qui rentrait sur mon compte bancaire c'était en gros mon salaire brut, et après moi je devais reverser une partie à l'URSSAF, etc. En fait du coup en mars j'ai ouvert ma société parce que j'ai dépassé les plafonds l'année dernière pour pouvoir rester en micro. Alors c'est une très bonne nouvelle du coup pour mon chiffre d'affaires, on va pas se mentir. C'est vrai que le statut de micro, il y a un truc hyper simple, c'est à dire que t'as juste à te connecter à l'URSSAF, déclarer ton chiffre et payer à la fin du mois. C'est simple entre guillemets, mais d'un autre côté je trouve que du coup t'es vite perdant si tu commences à faire pas mal de chiffre d'affaires, étant donné que tu peux pas déduire de frais de société. Tout ce que tu rentres sur ton compte c'est considéré comme ton salaire, donc à la fin de l'année les impôts tu les payes 3 mois plein pot. C'est pas forcément hyper avantageux à long terme je trouve, et du coup c'est pour ça que j'ai ouvert ma société aussi, parce que du coup je me suis fait accompagner par un cabinet d'experts comptables. Alors ça m'a sauvé la vie les gars. Du coup j'ai ouvert ma société, ce qui fait que maintenant je dois me verser un salaire. Donc là où avant j'aurais pu vous donner enfin non en fait je pouvais même pas vous donner genre un brut que je me faisais tous les mois, parce que encore une fois comme je vous l'ai dit ça variait d'un mois à l'autre en fonction des collabs et tout. Mais du coup maintenant je me verse un salaire de 1500 € net. À ma société du coup ça me coûte en tout à peu près je crois 1900 €, un truc comme ça, c'est à dire que je suis une merde en comptabilité donc je pourrais pas vous dire exactement, mais il me semble que tu payes 45% de ton salaire en impôts, c'est à dire que si moi je me verse 1500, je sais pas si c'est ça le calcul. Mais bref, en gros, tu reverses une partie de ton salaire en impôt. C'est ton brut et ton net, en fait, littéralement. C'est-à-dire que sur ta fiche de paye, si t'es en CDI, tu vas voir souvent ton salaire net, mais t'as une petite ligne au-dessus, salaire brut, bah c'est un peu le même principe, mais pour ma société. Donc du coup, moi, dans tous les cas, si je veux me verser 1500 €, il faut que je gagne avec un contrat, avec un partenariat, etc., minimum 2002-2003 par mois brut, du coup, pour pouvoir me verser un salaire à 1500. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un chiffre très simple. Tu gagnes 5000 €
brut. C'est-à-dire que tu as eu 5 000 € de collab qui vont sur ton compte bancaire de la société. Si tu touches absolument rien de ces 5 000 €, c'est-à-dire que tu les laisses sur ton compte, à la fin du mois, c'est considéré comme ton bénéfice et pas ton chiffre d'affaires, mais ton bénéfice. C'est-à-dire que vu que t'as rien dépensé de ces 5 000 € là, techniquement, en fait, c'est tout ce qui te reste en plus sur ta société. Tu vas payer du coup 45% d'impôts dessus. Donc l'objectif aussi, quand tu crées ta société comme ça, c'est surtout en tant qu'influenceur, et ce qui est hyper avantageux, c'est de vivre un maximum sur ta société. En tout cas, c'est ce que mon comptable m'a expliqué. C'est-à-dire que comme, littéralement, je fais des vidéos sur ma vie, il y a pas mal de choses que je peux faire quand même passer en frais de société, ce qui est hyper pratique. Notamment les frais de déplacement, par exemple, pour des events ou des trucs comme ça, frais de société. C'est-à-dire que du coup, sur le compte bancaire de ma société, ça réduit un petit peu mes bénéfices pour du coup payer moins d'impôts. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, sur 5 000 €, j'ai dépensé 1 000 € de déplacement, et du coup, je vais être imposée que sur 4 000 € et pas 5 000 €. Est-ce que vous avez compris? Je synthétise énormément parce que c'est chiant à mourir et ça se trouve, je vous dis peut-être des bêtises. Je suis pas expert comptable entre guillemets, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc c'est l'essentiel. Je pense que c'est à peu près ça le principe. Et en fait, tu fais ça pour absolument tout, c'est-à-dire que si je dois payer un monteur, et du coup, ça déduit mes bénéfices, etc. Enfin bref. En gros, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que je me verse 1 500 € de salaire net pour payer mon loyer, enfin en fait tout ce que je peux pas payer avec ma société, tout simplement tout ce qui est pas payable par ma société, mes impôts, certaines de mes courses, parce qu'il y a aussi certaines courses que je peux faire passer. Par exemple, si je veux acheter du matériel pour des vidéos YouTube et vous les présenter, je peux le faire passer aussi, enfin bref, mais des choses comme ça. Si je veux m'acheter des fringues, du coup je me verse un salaire pour ça, et ensuite tout le reste, tout ce que je peux faire passer en frais de société, du coup c'est ma société qui le paye. Donc du coup vraiment en salaire, je peux pas vraiment vous dire exactement combien je gagne, mais je gagne beaucoup plus qu'en CDI, parce qu'on m'a aussi posé cette question là, une question genre est-ce que c'est plus avantageux pour toi de plus être en CDI maintenant? Oui, vraiment. En fait, je suis trop contente parce que je pense que j'ai vraiment trouvé un équilibre entre les deux, même si c'est hyper stressant, on va pas se mentir, parce que du coup, encore une fois, tout repose sur le nombre de partenariats que tu vas faire, si tes vidéos YouTube vont être beaucoup regardées, et du coup, si tu vas avoir beaucoup de revenus de tes pubs YouTube, enfin, ça dépend de tellement de choses. Et par exemple, vous voyez, quand j'ai fait ma pause en mars, vraiment, c'était pas du tout le bon moment parce que je venais de créer ma société et tout, mais j'en avais besoin, sauf que du coup, j'ai eu ce stress énorme de me dire, mais donc là, je poste rien pendant un mois, c'est-à-dire que j'ai pas de rentrée d'argent. Ok, le mois de mars, je vais pas le ressentir, mais le mois d'avril, ma belle, très compliqué, vraiment très compliqué. Donc c'est pour ça, c'est pas non plus tout beau tout rose, c'est-à-dire que si par exemple un jour, je suis malade, sachant que la création de mon contenu c'est mon métier, c'est-à-dire qu'il faut que je sois en forme pour vous faire des vidéos, pour gagner de l'argent, et je suis dans la merde. Ou alors il faut que j'ai une trésorerie assez conséquente du coup pour pouvoir me verser un salaire même si j'ai pas bossé quoi. Bref, voilà, il y a quand même des désavantages, mais globalement c'est quand même beaucoup plus avantageux pour moi de plus travailler, étant donné qu'en fait je consacre beaucoup plus de temps à ça tous les jours qu'avant, et du coup forcément ça fait un peu effet boule de neige, genre plus je consacre de temps, plus je poste, plus je me fais d'argent. C'est logique. Je viens de me rendre compte en fait que j'ai commencé à me maquiller les yeux, sauf que je voulais trop tester ce produit là, c'est de chez Sephora, les Special Effects, je vous l'ai montré dans une de mes dernières vidéos. C'est un fard à paupières liquide, de base comme ça, on dirait qu'il est mat, mais regardez le bonheur. Est-ce que vous voyez ce que je vois quoi? Il y a des micro paillettes bleues à l'intérieur, c'est sublime. Waouh. Est-ce que vous voyez ce que je vois quoi? Cette question elle m'a fait tellement rire. Quelqu'un qui m'a dit j'ai l'impression que t'es un peu dans le même mood que Yanissa, genre à pas vraiment te mélanger avec les autres influenceurs, faire des feats etc. Est-ce qu'il y a une raison? En fait il y a aucune raison, à part le fait que je pense que je suis plus évitée que invitée. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Déjà j'habite pas Paris, je pense que c'est 99% du facteur, étant donné que les 3/4 des influenceurs se connaissent déjà et habitent tous à Paris. Ensuite du coup forcément tous les events se passent à Paris, donc pour faire des rencontres influence quand t'es pas de Paris, sachant que tout se passe à Paris, c'est compliqué. Et aussi tout simplement que je suis ultra introvertie, c'est-à-dire que même quand je vais dans des événements d'influenceurs et tout, j'espère du fond du cœur qu'on pense pas que je suis hautaine ou quoi que ce soit, c'est juste que en fait j'arrive pas à aller naturellement vers les gens que je connais pas pour apprendre à les connaître. J'ai pas cette facilité là en fait à me faire des amis etc. ou à discuter aisément avec des gens que je connais pas. Il y a toujours cette petite gêne au début, vous voyez, de distance en fait entre nous, mais naturelle, et une fois que j'apprends à connaître la personne ça va mieux, sauf que forcément si déjà je vais pas beaucoup aux événements d'influence, mais que en plus de ça quand j'y vais je parle pas énormément avec les gens, je vais pas plus apprendre à les connaître. Dites-vous, les personnes avec qui je me verrais le plus faire des feats entre guillemets sur les réseaux et tout, c'est des personnes que j'ai jamais vues. C'est-à-dire que juste on répond un peu à nos stories vice versa etc, on regarde nos vidéos, on s'est jamais croisés quoi. Donc en fait c'est vraiment pas volontaire, c'est juste je pense que j'ai pas ce caractère là à facilement m'intégrer dans des groupes qui sont déjà formés et dans des événements où au contraire tout le monde a l'air hyper extraverti, hyper à l'aise avec soi-même, avec son corps, moi je suis là quoi. Donc j'espère que j'ai répondu quand même à ta question, mais en tout cas c'est pas du tout volontaire. Quelqu'un qui me demande est-ce que ton copain est ton premier amour? J'avais déjà eu une relation longue entre guillemets avant de rencontrer Mathis qui a été très intense, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire que ça a été extrêmement destructeur. En fait ça a été une relation en fait qui m'a tout fait découvrir, donc c'est pour ça que je considère cette relation comme mon premier amour, étant donné que j'ai tout découvert par cette relation là.
là. Mais je considère Mathis comme ma vraie première relation saine. Étant donné que, alors je ne crache absolument sur rien de ce que j'ai vécu parce que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. En fait, je trouve que c'est vraiment la première fois que je suis avec quelqu'un où je suis confiante, mais à 2000%. Que ce soit de ma relation, de mon couple, de nos places et nos rôles respectifs dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était absolument pas le cas avant. Avant aussi, j'étais très jeune, j'étais très naïve. En fait, si vous voulez, mon premier amour, je le considère comme ça parce que c'est la personne qui m'a donné au début confiance en moi. C'est-à-dire que avant de la rencontrer, en fait, si vous voulez, je pensais que je plaisais à personne. Je pensais que je serais jamais en couple. J'ai fait ma première fois tard, entre guillemets, à 19 ans. Il n'y a pas d'âge, évidemment, pour faire sa première fois, mais en tout cas, par rapport à toutes mes copines qui l'avaient déjà fait entre 15 et 16 ans, je l'ai fait à un âge un petit peu plus avancé, on va dire, parce que vraiment j'avais pas confiance en moi, je prenais même pas le temps en fait de rencontrer les gens en fait parce que je me disais juste que non mais tout le monde se fout de ma gueule, tu vois. Et j'ai rencontré cette personne là, je crois qu'on est restés ensemble 1 an et demi, un truc comme ça, jusqu'à ce qu'elle décide de me tromper. Mais je considère quand même cette relation comme mon premier amour, étant donné que j'ai vécu les choses mais à 2000% et hyper intensément. J'étais dans la dépendance affective, enfin c'était catastrophique, vraiment j'étais une épave dans cette relation, même si j'ai vécu des très très beaux moments, etc. Mais voilà, je peux pas dire que Mathis c'est mon premier amour, parce que techniquement c'est pas le cas. Par contre, c'est ma première vraie relation saine, déjà qui dure aussi longtemps. J'avais jamais été en couple aussi longtemps avec quelqu'un, j'ai jamais habité avec quelqu'un avant Mathis. Donc en fait c'est ma première relation mature, vous voyez ce que je veux dire, d'adulte, où on se projette vraiment à construire notre vie et notre famille ensemble, quoi. Ce qui nous mène à la prochaine question: comment tu vois ta vie dans 10 ans? Waouh! Déjà, dans 10 ans, je pense que je serai maman. Enfin, j'espère, si tout se passe bien, si tout fonctionne bien. Dans 10 ans, ça voudrait dire que j'ai 35 ans. En vrai, j'aimerais bien avoir des enfants jeunes, entre guillemets. Enfin, avant la trentaine. Après, je me dis, avant la trentaine, c'est là, quoi. C'est genre dans les 5 prochaines années. Est-ce que je suis vraiment prête à avoir un gosse dans les 5 années qui arrivent? Je sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien, j'aimerais bien fonder une famille. J'aimerais bien aussi avoir trouvé vraiment mon chez-moi, c'est-à-dire qu'en fait j'en ai marre de déménager tous les 2 ans parce que l'appart ne nous convient plus et tout. J'ai vraiment envie de, pourquoi pas, d'investir, d'acheter et tout pour soi, et en fait de faire ce que j'ai envie, d'avoir ma petite maison, mon petit jardin, de pouvoir construire exactement tout ce que je veux comme je le veux. C'est mon rêve ultime. Je pense que j'aimerais bien genre lancer ma marque ou créer un vrai projet, mais je pense que vraiment ce qui m'importe le plus là, en tout cas dans les 10 prochaines années, c'est vraiment de me stabiliser, que ce soit financièrement, mentalement, ou enfin dans ma vie tout simplement. C'est d'arrêter déjà de déménager, voilà, comme je vous ai dit, tous les 4 matins, et de trouver vraiment mon havre de paix, vous voyez, genre vraiment un rythme dans ma vie qui me convient à 100%. Et c'est vrai que pour l'instant c'est pas le cas, je sais que je me cherche encore beaucoup, je sais pas encore exactement ce que je veux faire, si je veux faire de l'influence vraiment mon métier sur des années et des années, est-ce que je veux lancer ma marque, est-ce que je veux ouvrir un magasin, je sais pas en fait. En fait j'ai plein de projets, mais je sais pas exactement lequel me mènera là où j'ai envie d'aller, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, globalement, avoir une vie plus stable. Mais voilà, un petit peu mes projets. Je pense que ouais, j'aurais un gosse, une maison, j'aurais peut-être adopté un 2e chien, qui sait. Et puis voilà quoi. Ça te fait pas peur de partir d'un superbe appartement à plus petit? C'est une question très pertinente. Si vous avez vu mes dernières vidéos, je vous parle d'un potentiel déménagement très bientôt, qui se concrétise d'ailleurs de plus en plus. On est toujours en recherche d'appartement, je vous cache pas que on a toujours pas trouvé, mais que notre préavis a déjà été donné. Donc on est un peu dans le rush, je vous cache pas. Et si ça me fait peur, oui, énormément, parce que... Enfin, c'est pas que ça me fait peur en fait. En fait, j'ai plus peur pour Kaito que pour moi, dans le sens où je pense que on s'habituerait vite à une nouvelle vie si c'est une nouvelle vie dans un environnement complètement différent. C'est sûr que si on repart sur la même ville dans un appartement moins bien que celui-ci, ben on va se dire on gagne en rien. Mais si on se rapproche d'une plus grande ville, que ça me rapproche, je sais pas, de mes objectifs pro, que Mathis ça le rapproche de son taf, enfin, vous voyez ce que je veux dire, que on gagne quand même quelque part en qualité de vie, ça nous dérangera pas. Et on s'est toujours dit qu'en fait on aime bien aussi les plus petits espaces. On a la chance d'avoir un grand appartement, mais ça nous dérange absolument pas d'avoir un salon un peu plus petit, un peu plus cosy, cocooning. En fait, moi, c'est juste ce que j'aime trop dans les déménagements, c'est juste de refaire la déco. Tout simplement, c'est d'imaginer un nouvel espace. J'adore ça. Je pense que dans une vie parallèle, si j'avais pas été influenceuse, je serais décoratrice d'intérieur ou architecte. D'ailleurs, c'était les études que je voulais faire avant d'arrêter les études, etc. Je voulais trop faire architecte. Et après, j'ai appris qu'il fallait faire beaucoup de maths. J'avais 1/20 de moyenne en maths, donc j'ai vite abandonné l'idée. Mais voilà, j'adore ça. En fait, ça me fait pas peur parce que je sais qu'on s'habituerait vite, mais c'est surtout par rapport à Kaito, parce que c'est vrai qu'il partirait de conditions idéales, enfin limite maison avec jardin et tout ça, à potentiellement plus petit, potentiellement plus de jardin. Mais je sais que d'un autre côté, c'est pas parce que j'ai un jardin que Kaito il va être
plus heureux, au contraire, parce que dans tous les cas, je vais le sortir plus souvent si on n'a pas de jardin. Que j'ai un jardin là ou pas d'ailleurs, je le sors matin et soir, donc ça y a pas de sujet. Mais c'est surtout pour lui ses nouvelles habitudes, s'habituer à ne plus avoir de jardin. Parce que je pense que si t'es chiot et que t'as jamais eu de jardin, bah tu peux pas t'habituer à quelque chose que t'as jamais eu. Mais quelque chose que t'as déjà eu et ne plus l'avoir, c'est peut-être un peu plus compliqué dans ce sens-là. Mais du coup, je me dis qu'il aurait plus de balades, donc ce serait plus bénéf pour lui aussi en fait. En parlant de ça, quelqu'un m'a demandé quels sont tes critères de maison ou d'appartement. Déjà dans l'idéal, il nous faudrait 3 chambres, mais au minimum 2 chambres, genre 2 chambres, un bureau, 2 chambres, un dressing, bref. Mais en tout cas, je pense pas moins que 2 chambres parce que moi, avec mon taf, j'ai mon bureau, j'ai ma coiffeuse, j'ai tout ici. Si on se retrouve à tout mettre dans la même chambre, ça va être un bordel, je pense. Donc minimum 2 chambres, ça je pense que c'est non négociable. Et après le reste, franchement, en vrai, dans mes critères, j'aimerais bien avoir un appartement un peu plus neuf entre guillemets, dans le sens où avoir une salle de bain neuve, avoir une cuisine qui est posée, qui est neuve, où on n'a pas besoin de refaire toute la cuisine, vous voyez. Parce que ça, c'était un peu chiant en vrai. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup de critères. Si, avoir une place de parking quand même, parce qu'il y a rien de plus chiant que de devoir tourner une demi-heure pour pouvoir se garer dans ta rue. Enfin, c'est tellement chiant, je l'ai déjà vécu. Sinon, dans l'idéal, évidemment, avoir un extérieur, que ce soit un balcon, une terrasse, un jardin, ce serait complètement dingue. C'est pas rédhibitoire si l'appartement n'en a pas. Donc voilà, pour mes critères, en vrai, on en a pas beaucoup. Si quand même c'est un critère, mais qui soit très lumineux, évidemment, pour mes vidéos. Je pense que ça coule de source, pour le coup. Spray, one size. Waouh. Est-ce que t'es jalouse dans ton couple et comment tu fais pour le gérer ou ne pas l'être? Je pense que je suis la meuf la moins jalouse de France. En fait, partant du principe que j'ai été trompée, en fait, je sais comment ça se passe quand tu te fais tromper. Je me dis que, en fait, que tu sois jalouse ou pas, le mec, s'il veut te faire une crasse, il te la fera. Et c'est pas parce que t'es jalouse que du coup, il va pas aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est juste se faire du mal pour rien. Parce que t'es pas jalouse, il te trompe, tu te prends un coup dans la gueule. T'es jalouse et il te trompe, tu te prends dans tous les cas un coup dans la gueule. Donc en fait, dans tous les cas, ça va pas. Tous les cas, c'est la merde. Donc autant en fait être sereine, être chill. Dans tous les cas, t'auras rien à te reprocher s'il se passe quelque chose. Parce que toi, t'auras fait confiance. Alors attention, faire confiance ne veut pas dire être naïve, encore une fois. Mais en fait, moi, je préfère donner le bon soupçon à la personne et partir du principe que si tu m'as jamais rien fait, pourquoi je douterais de toi? Pourquoi je serais jalouse? Pourquoi j'envierais les autres? Il peut trouver une autre fille très jolie. Bah moi aussi, je trouve des autres mecs super beaux. Mais c'est pas parce que je le trouve beau que j'ai envie d'aller le draguer. On a strictement rien à faire. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que Mathis, il part en déplacement toute la semaine. Si il veut me tromper en déplacement, il peut le faire 40 fois. Et si je la prends, ben c'est pas moi la perdante dans l'histoire. Parce que dans tous les cas, c'est lui qui va me perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, je ne suis pas jalouse pour un sou. En fait, quand j'ai compris que on pouvait te faire croire tout ce que tu voulais et quand même te tromper derrière, tu relativises beaucoup. Et tu te dis, en fait, dans tous les cas, le mec, il a envie d'aller voir ailleurs, il va le faire. Donc voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cette question. J'ai terminé mon make-up depuis un petit moment. Écoutez, j'ai kiffé répondre à vos petites questions. Alors, il y en avait encore d'autres du coup que j'avais gardées, mais je les garde pour une prochaine FAQ. Une autre fois, n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Instagram si vous voulez tout savoir sur les prochaines vidéos que je prépare où vous pourrez participer. Je vous mets tout en story à chaque fois. D'ailleurs, j'en profite, je poste très bientôt un concours sur Instagram parce qu'il faut vraiment que, justement, à l'approche du déménagement, en fait, que je vide mes tiroirs. Et ça fait des mois là que j'accumule des produits dans un tiroir. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc, je fais un concours très bientôt. Je pense à mon retour de vacances. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà en vacances. Donc, raison de plus pour me suivre là-bas, pour voir mes petites photos. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas du coup pour être au courant de tout. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao!